Merci Anne-Sophie d'accueillir de nouveau un événement EduRénov au Hub des territoires pour continuer de d'essaimer les bonnes pratiques et les projets exemplaires et mettre en lien les collectivités et les nombreux partenaires qu'on a dans le programme. J'invite maintenant Nicolas Turca, directeur du programme EduRénov, et Véronique Pape, directrice d'Ecopolis, pour quelques mots d'introduction. Alors merci beaucoup. En quelques mots, donc moi je suis Nicolas Turca, je suis le directeur du programme EduRénov. Je voulais juste rappeler quelques points et je souhaite la bienvenue évidemment à Véronique et à Ecopolis, et merci à Anne-Sophie une énième fois de nous accueillir au Hub des territoires. La première chose, c'était rappeler le but d'EduRénov. EduRénov vise à massifier la rénovation énergétique en France, et c'est sa raison d'être principale. Donc l'objectif quantitatif de simplifier la rénovation énergétique pour le maximum de projets, c'est un objectif central dans notre programme, et pour la Banque des Territoires plus particulièrement. On s'est mis un objectif assez simple de 40% d'économie d'énergie, qui est un rappel finalement à la loi. On a mis des moyens qui sont un peu inédits finalement, quelques milliards d'euros et des millions d'euros d'ingénierie, d'accompagnement, parce qu'on s'est aperçu finalement que c'était aussi ça. Il fallait faire avancer les projets à l'étape suivante pour qu'ils se concrétisent. Il y a pas assez encore de projets qui se concrétisent. Donc c'est un enjeu gigantesque si on veut être dans les objectifs de la trajectoire, notamment France Nation Verte. On vise 10 000 projets de rénovation. On a une double conviction, et je pense qu'on partage avec Ecopolis. La première conviction, c'est de dire qu'on fait ça, on fait ce programme avec les élus, avec les services techniques, dans un mode pair à pair. C'est quelque chose de très important pour nous, de partager, faire des retours d'expérience, filmer, documenter, faire des communs quelque part pour les autres porteurs de projets qui sont parfois en manque, qui sont bloqués à une étape de leur projet, qui ont envie d'avoir une inspiration de comment. Donc c'est pour ça que j'insiste et j'appelle tout le monde à s'inscrire à EduRénov s'ils ont déjà des projets déjà finis ou en cours, à venir montrer ce qu'ils ont fait pour justement partager avec leurs pairs finalement, les élus et les autres services techniques. Puis enfin la deuxième conviction, c'est les partenaires, parce qu'on ne fait rien sans les partenaires. La Banque des Territoires, c'est une stratégie quand même très forte qu'on a posée depuis le début de la naissance de la Banque des Territoires. Donc c'est quelque chose d'important, et Ecopolis sur la région Île-de-France notamment a une empreinte particulière en termes d'exemplarité, en termes de complémentarité de parcours. Et je pense que Véronique va compléter, mais on est très complémentaires. Il y a des gens qui font des chèques, enfin c'est pas moi, c'est la dame qui est là, et il y a des gens qui font des expertises, qui apportent des regards, qui regardent des projets et qui savent quel est le projet exemplaire, quel est le projet qui fera mouche pour la collectivité. Merci. Merci beaucoup Nicolas, et merci beaucoup de nous avoir invités à co-organiser cet événement d'aujourd'hui. Alors effectivement Nicolas, tu parlais de partenariat, c'est aussi notre ADN chez Ecopolis, puisque nous on est l'animateur du réseau de la filière du bâtiment et de l'immobilier en Île-de-France, et notre mission c'est d'aider tous les professionnels, et donc bien sûr au premier rang desquels les collectivités, qui sont des acteurs très très importants, à la fois maîtres d'ouvrage mais aussi boosters sur leur territoire. Et donc notre mission c'est d'accompagner donc tous ces professionnels à progresser sur tous les sujets du bâtiment et de l'aménagement durable. Alors effectivement, quand vous nous avez dit on a plein d'écoles à rénover, mais les collectivités ne savent pas toujours par quel moule prendre. C'est-à-dire qu'il y a des envies, il y a des besoins. On voit bien que le climat change, qu'il faut avoir des bâtiments qui soient adaptés. On voit bien qu'on a besoin de réduire les factures énergétiques. On voit bien qu'on a des bâtiments qui sont plus tout à fait dans les niveaux de confort acceptables aujourd'hui. Et par contre, quand on se dit il faudrait qu'on améliore tout ça, la question c'est par où on commence. Donc notre complémentarité, elle vient de là. Nous, chez Ecopolis, on porte la démarche bâtiment durable francilien, qui vous sera présentée un petit peu plus en détail tout à l'heure par d'autres intervenants, donc j'en dis pas beaucoup plus que ça. Mais cette démarche, elle est là pour faire progresser les projets. Donc on est un centre de ressources qui porte une démarche d'évaluation et de progrès. Donc au-delà de animer le territoire, de organiser à peu près une centaine d'événements par an, de faire de la formation, on est aussi donc accompagnateur de projets de façon très concrète. Et donc on le fait avec l'aide de tout un écosystème. Donc on a évidemment dans notre équipe Ecopolis des instructeurs BDF qui sont les garants de du bon usage de la démarche, mais on s'appuie aussi sur un réseau d'accompagnateurs BDF, vous en verrez un tout à l'heure,
qui sont au cœur des projets et qui animent chaque projet en réunissant l'équipe projet maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage ensemble pour se poser le plus de questions possible, arriver à définir le mieux possible les objectifs et où est-ce qu'on peut fixer le curseur, où est-ce qu'on peut fixer l'ambition et arriver à trouver ensemble des solutions. Donc ce qu'on propose avec cette démarche BDF ou bâtiment durable francilien, c'est vraiment à la fois une méthode qui n'est pas que francilienne. On a des collègues qui font la même chose que nous dans d'autres régions françaises et c'est aussi tout un écosystème de professionnels compétents qui sont capables de l'animer, qui sont capables d'aider les collectivités à développer leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, quand on rénove une école, on ne le fait pas pour 5 ans, on ne le fait pas pour 10 ans, on doit le faire pour 30 ans. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. La collectivité, elle ne va pas revenir sur son investissement dans quelques années. Donc il faut vraiment se poser plein de questions. Il faut être sûr de répondre aux exigences à la fois du climat, à la fois de notre société pour aujourd'hui, pour demain, mais aussi pour dans 20 ans ou dans 30 ans. Voilà, donc c'est tout le sujet de la démarche BDF. Merci à tous les deux. J'invite maintenant Najwa Benfella, directrice adjointe Île-de-France de la Banque des Territoires, pour une photo du territoire sur les enjeux du bâti scolaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par excuser Richard Curnier qui n'a pas pu être parmi nous. Et je vais essayer de vous incarner ce que ça veut dire quand il y a un programme national qui arrive dans une direction régionale. Effectivement, moi, je fais des chèques. Et du coup, on se pose la question de se dire comment on va adresser le sujet. Et pour adresser le sujet, c'est très simple. J'ai commencé à regarder en fait de façon territoriale ce que ça voulait dire. Donc en fait, quand on regarde le bâti scolaire dans sa consommation énergétique, et ça c'est des choses que vous avez tous en tête, c'est à peu près 30% des consommations énergétiques des communes. Et vous avez le joli graphique avec des points rouges qui vous concentrent en fait les lieux les plus énergivores en Île-de-France sur le bâtiment scolaire. Et puis ensuite, parce que c'est 10 709 établissements et 68 millions de mètres carrés, j'y tiens parce que du coup j'ai cherché la donnée, en l'occurrence, on s'est posé la question de se dire quel était aussi l'impact en effet de gaz à effet de serre en fait. Et on s'aperçoit finalement, vous le savez tous, que le bâtiment tertiaire, il consomme à peu près 27% des consommations des gaz à effet de serre et on a la chance en Île-de-France d'avoir des études qui nous montrent que finalement les bâtiments enseignement, c'est jusqu'à 5% de consommation énergétique. Alors s'il fallait vous convaincre au moins d'un sujet économique, c'est de vous dire que la consommation énergétique est un coût pour tout le monde. Et en termes de gaz à effet de serre, ça oblige quand même à penser ce patrimoine de façon différente. Alors en Île-de-France, quand on a dit ça, on a été voir nos élus et beaucoup ont plein d'attention et ils vont pouvoir le dire. Et puis après, on s'est dit, mince, comment on peut les aider autrement? C'est comme ça qu'est né le partenariat avec Ecopolis en Île-de-France pour se dire, nous, on sait bien monter des prêts, on sait bien faire des subventions, on sait bien regarder l'équilibre économique. Par contre, on ne sait pas accompagner les collectivités pour savoir comment on fait. Et cette fameuse question des usages et cette fameuse question finalement de qu'est-ce que c'est une cour oasis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut renaturer, est-ce qu'il faut penser le bâtiment différemment, est-ce qu'il faut qu'il ait plusieurs usages, ce n'est pas notre métier. Donc on a noué ce partenariat avec Ecopolis pour nous aider, nous accompagner à vous acculturer, mais aussi à nous acculturer. Parce qu'on est des très bons financiers, mais figurez-vous qu'on n'est pas beaucoup ingénieurs ici. Donc, je ne serai pas nécessairement plus longue, juste pour dire qu'en Île-de-France, on a déjà 171 totems. Ce n'est pas beaucoup sur 2000. Donc, on ne peut que vous encourager à souscrire parce qu'on a vraiment besoin de ces interactions permanentes sur ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et comment on peut mieux vous aider. Alors, on distribue certes un peu d'ingénierie. On a aussi des prêts concessifs, mais on a surtout besoin de savoir comment mieux vous accompagner. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Najwa. Et j'invite Monsieur Patrick Chemovitch, Monsieur le maire de Colombes, président de l'Association française du développement urbain, vice-président délégué à la rénovation énergétique et à la métropole du Grand Paris et président de l'établissement public Boucle Nord de Seine, pour votre point de vue sur ces enjeux au regard de vos multiples casquettes. Merci beaucoup. C'est vrai que j'en ai plusieurs, là. Et encore j'en ai d'autres. Bonjour mesdames et messieurs. Écoutez, je crois que le sujet de la rénovation des écoles est important parce qu'on a des générations d'écoles qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'âge. Et donc, dans beaucoup de villes, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, et donc avec des procédés constructifs qui ont fait peut-être leur temps aujourd'hui, même si
on accueille les élèves partout. On voit bien qu'il y a des désagréments de toutes sortes aujourd'hui, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il fait froid, et donc il y a les impacts sur le chauffage, l'énergie qui sont présents sans arrêt. Alors les collectivités sont contraintes par ce qu'on appelle le décret tertiaire. C'est une obligation depuis plusieurs années de remettre à niveau avec une progression dans le temps sur pas mal d'années, pour remettre à niveau au plan énergétique, au plan de l'isolation, tous les équipements publics. Et donc, quand on dit tous les équipements publics, ce sont forcément aussi les bâtiments scolaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça coûte cher, ça demande des moyens, ça demande des moyens financiers, ça demande des moyens humains, de la programmation aussi dans les collectivités. Et c'est pas toujours simple d'organiser ce travail de rénovation quand vous avez une école dans une petite commune, quand vous avez, comme chez nous, presque un peu plus de 40 écoles. Ça fait du temps passé, ça fait du travail, ça fait de l'argent. Donc il y a cette question quand même aujourd'hui. Je prends le cas de la commune dont je suis le maire. On s'est lancé dans la rénovation de 2 groupes scolaires, plus une extension. Et on va, alors en termes de gestion, la question de la gestion aussi des écoles se pose, puisque nous avons des écoles maternelles à un endroit, des écoles élémentaires à d'autres endroits, et on voit que les familles, quand il faut emmener, vous avez 2 enfants ou 3 enfants qu'il faut emmener le matin, l'un à l'école maternelle, l'autre à l'école élémentaire, et qu'il faut faire un détour et un circuit. Donc on essaie de regrouper aujourd'hui école maternelle, école élémentaire dans les mêmes structures. Ça veut dire que quand vous faites la rénovation, vous pensez aussi extension pour accueillir tous les élèves. Une fois que ça s'est fait, ça veut dire que vous avez dans votre intervention, et là on a 2 groupes scolaires qui vont être livrés à la rentrée de septembre, la partie rénovation de l'existant et puis la partie construction de l'extension. Et donc, comment on arrive à joindre les 2 morceaux en termes d'efficacité énergétique, et ça demande beaucoup d'études, des bureaux d'études, ça demande une analyse assez fine du bâti, et puis ensuite, il y a les contraintes réglementaires, la taille des classes, tout ce qu'on veut, et comment on arrive à trouver les bonnes solutions, d'autant plus que nous, on s'est lancé tous azimuts dans des politiques environnementales depuis 4 ans, que ce soit les pistes cyclables, que ce soit l'espace public, que ce soit la végétalisation. On a évoqué tout à l'heure les cours oasis. Les cours oasis, oui, on végétalise de plus en plus les cours, mais il faut quand même qu'il reste de l'espace dans la cour pour que les enfants puissent courir aux récréations. Donc, il faut faire attention à allier les deux. Et puis, il y a la question du réchauffement climatique, forcément. Et donc, qu'est-ce que vous allez planter dans votre cour oasis? On sait aujourd'hui qu'on a des champignons qui arrivent du sud de la France, des parties chaudes qui sont arrivées il y a 40 ans, 50 ans en France ou en Europe, et qui remontent avec les variations climatiques vers le nord de la France. Et donc, comment on plantera les bonnes espèces, les bonnes variétés de végétaux pour que ça dure le plus longtemps possible, et en faisant en sorte, et on n'en sait rien de ce que ce sera l'avenir, que ça soit le moins allergique possible pour les enfants, parce qu'aujourd'hui on a un développement des allergies tous azimuts, et donc faut aussi penser à ça. Sur les bâtis, eh bien, on est aussi adhérent à l'association Fibois, donc on travaille beaucoup sur le bois, et l'intégration de matériaux nouveaux aussi. Alors, matériaux nouveaux, le bois, c'est pas nouveau, hein, il y a des forêts, etc. Mais on voit bien que dans la chaîne de production, aujourd'hui, dans la massification
d'une forme d'économie autour du bois ou des matériaux alternatifs au béton, eh bien, il faut aussi solidifier des chaînes. On a des forêts. Alors, c'est peut-être pas la peine de faire venir du bois de l'autre bout de la planète. Et puis, aider à construire. Il y a aujourd'hui des constructeurs qui achètent des forêts, qui gèrent des forêts, mais qui ont des usines aussi de fabrication. Alors, soit vous êtes du hors-site et puis les gens, les promoteurs, les constructeurs, les entreprises fabriquent de la paroi ailleurs dans leur usine et ensuite viennent la monter sur place dans l'école, ce qui raccourcit aussi les délais de construction sur un chantier. C'est toujours important quand on parle construction d'un équipement d'avoir les délais en tête, mais ça surenchérit aujourd'hui aussi les coûts. Moi, j'ai un chiffre en tête, mais qui est un chiffre petite couronne, qui est qu'une classe, ça coûte à peu près 1 million d'euros par classe, quand on construit le bâtiment avec un nombre de classes important. Donc, il faut aligner les millions. Quand vous faites une école avec 20 classes, c'est 20 millions. Voilà. Donc, on essaye d'intégrer aussi des équipements de plus en plus. Ça fait partie de l'autre volet, avec soit une salle associative, soit un gymnase, quelque chose qui soit ouvert sur le quartier. Aujourd'hui, les écoles sont un peu fermées dans les villes et donc peu accessibles au quartier. Peut-être que ça changera un jour, mais on se disait même... quand on a eu les canicules, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas les cours d'école? Pourquoi est-ce que les mamans avec les poussettes, pourquoi est-ce que les parents, les dames âgées ou les messieurs âgés viennent pas à l'ombre aussi sur un banc dans la cour d'école pour prendre un peu d'air? Et ben aujourd'hui, le système est tel que tout est fermé, tout est verrouillé, et du coup, on va à l'encontre du bon sens. Donc c'est aussi un travail de pertinence aussi dans les projets à venir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? La question des financements, alors on est à la Banque des Territoires. On parlait très vite tout à l'heure du financement. Nous, on emprunte quand même nous, Ville de Colombes, on emprunte sur un budget global. On met en concurrence les banques et puis on prend le moins cher pour financer tous les investissements. Aujourd'hui, la Banque des Territoires développe des produits, alors là, avec ma casquette métropole du Grand Paris, où il va y avoir un accord qui va être voté bientôt au mois de février pour qu'il y ait des prêts spécifiques bonifiés par la métropole du Grand Paris, et ce qui permettra de financer projet par projet aussi des rénovations, des extensions d'écoles. Voilà. C'est important aussi de regrouper, dernière petite chose dans mon intervention, c'est de regrouper l'ensemble des métiers et des sachants. Quand vous êtes un élu, on n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Et donc, il faut s'appuyer quand même sur des bureaux d'études, il faut s'appuyer sur des entreprises compétentes, il faut s'appuyer sur des entreprises qui recrutent des ouvriers compétents. Voilà, il y a toute cette chaîne aussi à contrôler, et au fur et à mesure de regarder les différentes phases d'avancement d'un chantier. C'est vrai pour une école, c'est vrai pour n'importe quel autre chantier. Vous faites du logement, c'est pareil. Mais il faut vraiment, on a un besoin de monter en compétences. Et là, dans le champ de la formation générale, on a besoin de travailler avec les chambres consulaires, la chambre des métiers, tel organisme ou tel autre, pour que nos métiers soient de plus en plus valorisés dans le champ de la construction, parce que on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et de revenir 2 ans après en disant tiens, il y a la garantie décennale, on va faire une intervention parce qu'il y a des malfaçons ou des mauvaises conceptions. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop. On a la métropole du Grand Paris, un champ très important aussi sur l'énergie globalement, sur la maîtrise de l'énergie et comment la métropole peut aider dans ce champ-là. On intervient aussi sur la rénovation du bâti
donc des copropriétés pour aider à diagnostiquer les bâtiments qui sont les plus dégradés ou dégradés, et puis ensuite aider avec des architectes, avec des syndics de copropriété, etc., mais aussi sur l'habitat individuel, de trouver ensuite le financement. Et c'est pas le plus simple. Allô, la Banque des Territoires, c'est pas le plus simple pour que les copropriétés qui doivent avoir des votes à l'unanimité sur des engagements financiers, c'est pas simple dans une copropriété de mobiliser des sous, que les aider à trouver ces financements-là. Voilà, avec des tas d'associations et d'organismes qu'il y a dans chacun des départements de la métropole. Et des territoires, pas des départements, des territoires. Voilà, je suis un peu sorti du cadre scolaire, mais je ne vais pas parler des collèges et des lycées. Hein. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à tous. Alors, après avoir posé les grands enjeux de notre sujet du jour, et avant de proposer à nos invités de me rejoindre pour une partie table ronde retour d'expérience, je vous propose d'introduire la séquence table ronde avec une courte vidéo qui présente la charte de la rénovation du bâti scolaire, qui est un référentiel que l'on a coécrit avec le CSTB et le CEREMA. C'est un guide qui définit les 6 grandes dimensions d'un projet de rénovation du bâti scolaire. Je vous propose de regarder cette courte vidéo.
Alors, j'invite maintenant à me rejoindre Monsieur le maire Jean-Michel Aparicio et Alexandre Chec, chargé d'opération pour la commune de Clichy-sous-Bois. Je vous en prie, installez-vous. Et je salue Madame Annie Tissier, vous êtes, je crois, en visio. Vous n'avez pas pu vous déplacer. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes un peu loin, si vous voulez vous rapprocher. Alors, vous portez tous les trois, dans vos collectivités respectives, un ou plusieurs projets de rénovation du bâti scolaire. Ces projets sont tous à des stades de maturité différents, à des stades d'avancement différents. Vous avez des enjeux singuliers dans vos territoires, des stratégies patrimoniales différentes. Donc là, voilà, l'intérêt, c'est de comprendre dans cette première partie de table ronde ce qui vous a amené à lancer vos projets et de comprendre les grands enjeux qui les animent. Je vais commencer par vous, Madame Tissier. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire pour la commune de Flagy, une commune de 700 habitants dans le sud de la Seine-et-Marne. Vous avez un projet de rénovation d'école qui est en cours, qui démarre. Au regard des 6 dimensions de la charte EduRénov que nous avons vues à l'instant, de la charte du bâti scolaire, pardon, c'est pas juste la charte EduRénov, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de votre projet, comment il est né et voilà, les grands enjeux de votre territoire sur ce projet? Oui, bonjour. Désolée de ne pas être parmi vous, mais j'ai eu des problèmes de transport. Donc, nous sommes une petite commune. Je sais pas, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Ah bon, d'accord. Je n'avais pas de retour. Donc, nous sommes une commune de 600 habitants au fin fond de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire un petit peu loin de tout. Et, et qui dit petite commune dit petit budget. Nous avons un budget de fonctionnement d'environ 465 000 €, donc, et un budget d'investissement assez limité également. L'autre caractéristique des petites communes rurales telles que la nôtre est que nous n'avons pas de personnel. Nous avons juste une secrétaire et un agent technique. Donc, ce sont nous, pauvres élus, qui sommes obligés, sans avoir nécessairement les connaissances indispensables, de nous mettre au travail pour élaborer ce type de projet. Pour notre école, a été construite dans les années 60 avec les techniques constructives de l'époque, c'est-à-dire du béton lourd armé, très mal isolé. Il y a eu une extension de fait en 74 et une autre en 90, mais sur une toute petite surface. Donc, au total, c'est une surface de 450 mètres carrés environ. C'est une école maternelle uniquement, c'est notre seule école, mais nous sommes rattachés à un syndicat des écoles sur 3 communes. Et les élèves de primaire sont répartis dans 2 autres communes, dans des écoles qui sont d'ailleurs assez vétustes également. Notre objectif était bien sûr d'assurer un confort thermique meilleur aux enseignantes et aux élèves, sachant que les études ont montré qu'on pouvait être qualifié de passoire thermique. Aussi bien pour ce qui était de l'isolation des murs que l'isolation des combles, que l'isolation du sous-plancher et que des huisseries qui sont toutes d'origine, c'est-à-dire pour partie en simple vitrage. Se posait également le problème du confort d'été, une des façades de l'école étant orientée vers le sud, avec aucun vis-à-vis, donc le soleil tapant fort sur les baies vitrées de cette école. Et puis, bien sûr, la facture énergétique relativement énorme qui grève notre budget. Surtout avec l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz, là, on est vraiment au taquet en ce qui concerne ce genre de frais. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui a guidé notre démarche que nous comptions faire depuis pas mal de temps. Et le facteur déclencheur a été que nous avons vendu un bien immobilier
dans le domaine privé, ce qui nous a apporté un peu d'argent pour pouvoir amorcer les travaux. Cela étant, bien évidemment, nous n'allons pas intégralement financer ces travaux. Nous allons demander des subventions État, région, département et faire un emprunt pour compléter. Voilà. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous un peu après pour rentrer un peu plus dans les rouages de votre projet. Oui. Merci. Monsieur Jean-Michel Aparicio, vous êtes le maire de la commune de Beaumont-sur-Oise, une commune de près de 10 000 habitants dans le Val d'Oise. J'aimerais vous aussi vous faire réagir sur les 6 grandes dimensions qu'on a vues à l'instant de la charte de la rénovation du bâti scolaire au regard du programme que vous portez. Je crois que vous avez un programme de rénovation, de stratégie patrimoniale pour les 5 écoles de votre commune. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre projet ? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous l'avez dit, petite ville de 10 000 habitants qui a, comme toutes les communes de France, de gros soucis financiers. Et puis bon, je ne vais pas vous cacher qu'actuellement, c'est encore plus compliqué. Donc, le but est d'essayer de trouver une solution pour pouvoir gagner de l'argent intelligemment et avec la première chose, l'énergie. Donc aujourd'hui, on a 5 écoles, comme vous le disiez, 5 écoles primaires et maternelles, où on a décidé de faire avec la Banque des Territoires et du Rénov quelque chose par rapport à ces bâtiments. Alors nous, on a un avantage, c'est qu'on a déjà terminé une école. La première école est terminée et juste merci. Parce que c'est un très très bon travail qui a été fait avec l'accompagnement de la Banque des Territoires. Et je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure sur ce bâtiment, parce je vous parlerai d'un deuxième bâtiment après que nous sommes en train de rénover complètement. Mais on n'est pas resté juste aux écoles. On a pris aussi tous les bâtiments publics de la ville. Si on veut gagner de l'argent, c'est aussi en isolant tous nos bâtiments publics, que ce soit phonique ou thermique. Et donc, on a eu la chance d'avoir l'ingénierie faite sur 12 bâtiments publics de la commune, qui nous permet de pouvoir gagner jusqu'à... Alors, le plus haut, mais ça, c'est du rêve, mais nous, élus, on adore rêver, c'est jusqu'à 80% d'économie d'énergie sur certains bâtiments. Donc, la Banque des Territoires nous accompagne sur cette ingénierie. Vous savez, tout à l'heure, madame disait 600 habitants, difficile. Je vous rassure, madame, 10 000 habitants, aussi difficile de se payer l'ingénierie nécessaire pour tout ça. Et la Banque des Territoires nous aide bien. Et puis, il n'y a pas que cette ingénierie qui a été mise en place par la Banque des Territoires. Il y a aussi le côté financement qui a été mis par la Banque des Territoires. Donc, on en reparlera tout à l'heure, si je ne me trompe pas, quand on va développer. Mais on a un financement qui a été mis en place avec un très très gros soutien de la Banque des Territoires, parce que pour nous c'est pas évident. Comme disait monsieur le maire de Colombes, nous sommes pas des professionnels dans ce domaine-là, on est professionnels dans d'autres choses, et du coup ça nous a énormément aidé. Donc on en reparlera, je crois, un petit peu plus en détail. Mais encore, merci beaucoup à la Banque des Territoires pour ce qui a été fait pour le moment. Est-ce que vous voulez dire un mot sur l'école Kergomar ou le projet du CTFASES? J'avais en tête ces 2 projets. Alors, en fin de compte, là, vous avez Kergomar qui est une des écoles. Celle-ci n'a pas encore été rénovée. Elle est prévue pour janvier et février de 2025. L'école qui a été rénovée, c'est l'école Alphonse et Louis Roussel, une des écoles primaires que nous avons. Et donc, si je parle de cette école donc de Roussel, on a fait une économie de 65%. Économie d'énergie. Et quand on a travaillé, parce que c'est vrai que l'économie d'énergie, c'est pour ça que tout à l'heure je mettais le mot phonique, qui est très important, c'est qu'on avait des hauteurs de plafond énormes. Donc au niveau du bruit, c'était très agaçant pour tout le monde, que ce soit pour les enseignants, les enfants, les ATSEM qui travaillent sur les écoles ou les dames de cantine. Et donc on a aussi travaillé sur cette isolation phonique. Donc on a rabaissé les plafonds, c'est des anciens bâtiments, donc on a rabaissé les plafonds. Et du coup, les enseignants sont très contents parce qu'ils travaillent quasiment dans le silence. Voilà.
Celle-là, c'est la première des écoles des 5 rénovées. Ouais. Alors, et sur celle-là, c'est en cours, vous êtes en phase d'études? Ça, c'est encore autre chose, puisque cette école-là, Pauline Kergomar, qui est une des plus vieilles écoles de Beaumont, qui était l'école des filles à l'époque, et Roussel, l'école des garçons. Donc celle-ci, on a décidé de faire autre chose, c'est-à-dire qu'on a pris cette école, qui a 5 classes aujourd'hui, et qu'on va emmener au CNE Fazès, que vous parliez tout à l'heure. Donc c'est un beau bâtiment qui date du début 1900, qui a servi à plein de choses, hein. Donc voilà, l'école, c'est celle-ci que vous pouvez voir sur l'écran. Donc on rénove complètement, donc là il y a eu le curage qui a été fait, donc c'est la première partie, tout le curage a été fait, donc il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien à l'intérieur, et on va pouvoir faire 8 classes au total. Alors pour le moment, vu qu'on en a besoin que de 6, il y aura une 7e classe qui sera faite, qui sera faite en même temps, hein. Tous les travaux sont faits en même temps, mais qui servira plutôt de salle de motricité, et la 8e classe qui va servir de bibliothèque et de salle informatique. Donc on a pas mal de choses. Dans celle-ci, vous allez avoir maternelle et primaire qui vont être mis en place à cet endroit-là, donc avec la petite porte blanche que vous voyez, en fin de compte, tout ça a été démoli, et ça va être un grand bâtiment où ça sera la restauration, où pareil, là c'est un bâtiment tout neuf, mais pareil, travaillé avec Edurénov de façon à pouvoir avoir quelque chose de bien, et c'est la société Aegis qui a fait l'audit par rapport à ça, qui travaille avec la Banque des Territoires, et on a eu un très bon financement que je développerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais donc voilà, Kergomar qu'on a vu tout à l'heure va être déplacé. Et puis l'autre bâtiment que vous voyez, parce que ce sont 2 bâtiments différents, l'autre bâtiment avec la super verrière, je vous invite même à aller voir sur YouTube parce qu'il y a une présentation complète de la ville et des sites. Le beau bâtiment que vous voyez là, on est en train de réfléchir pour de l'intergénérationnel, puisque on voudrait faire une résidence autonomie à cet endroit, où la Banque des Territoires, pareil, nous aide sur ce projet au niveau de l'ingénierie. Donc on est en train de travailler dessus, et on espère pouvoir déplacer la résidence autonomie qui est très vétuste dans cet endroit-là, avec un bâtiment rénové, puisque on pense aussi aux espaces verts. Là, on ne le voit pas, mais il y a 10 000 mètres carrés de terrain d'espace vert que nous allons laisser en parc. Et donc, du coup, les écoles et la résidence autonomie avec les personnes âgées pourront se rejoindre tranquillement dans ce beau parc. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Alexandre Huchec, vous êtes chargé d'opération pour la commune de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes dans une commune en transformation et vous allez nous parler d'un très beau projet particulièrement ambitieux qui recouvre un grand nombre d'enjeux. Je vous laisse nous raconter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors monsieur Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais on est très heureux, merci pour l'invitation, on est très heureux de venir présenter les objectifs de transition écologique de la ville. Alors, on va présenter la cité éducative Paul Vaillant-Couturier. Merci. Donc Clichy-sous-Bois, c'est une ville qui est désenclavée depuis l'arrivée du tramway numéro 4 et bientôt de la ligne 16 du Grand Paris Express. Donc c'est une ville qui se situe au nord-est de Paris et qui est caractérisée par une grande précarité et une population très jeune. Donc il y a un enjeu social et éducatif particulier. Donc c'est l'équipement phare de la ZAC du Bas Clichy, donc qui s'inscrit dans l'ORCODIN, donc l'opération de requalification des copropriétés dégradées depuis 2015, et de la ZAC qui est menée par l'établissement public foncier d'Île-de-France et Grand Paris Aménagement. Donc c'est un projet qui est financé par l'ANRU 2. Et il y a un enjeu mémoriel assez particulier dans une transformation urbaine de cette envergure-là. Et l'idée de cette ZAC, c'est de créer une nouvelle centralité et de bâtir des logements sains et les équipements qui y sont associés. Donc, c'est le plus gros îlot de chaleur qui se situe là au milieu de l'image de la ville de Clichy-sous-Bois. Donc il y a un gros enjeu aussi de désimperméabilisation et de végétalisation de l'école. Et il y a un réseau de chaleur urbain qui va se connecter prochainement à l'école dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Livry-Gargan.
Donc c'est un projet qui a entamé sa programmation en janvier 2019. Les études ont commencé en décembre 2019 et la consultation des entreprises a été passée en septembre 2022. Et donc on est en chantier grosse œuvre en ce moment. Et la livraison du bâtiment est prévue pour le 5 janvier 2026. Donc c'est un projet à 24 millions d'euros hors taxes et 2,2 millions d'euros d'études. Donc les particularités du projet, c'est entre autres des cours oasis qui sont pensés comme des îlots de fraîcheur dans lesquels il y a des jardins de pluie et un verger aussi pour avoir une pédagogie autour de l'eau et de l'écologie dans le bâtiment. Il y a un parvis donc, qui donne sur le tramway du bâtiment qui est accessible pour tous et donc il y a des ambitions avec des salles RASED d'avoir une école qui est accessible à tous et à toutes et on a aussi les cours oasis qui sont non genrés, pensés comme des espaces non genrés. Et il y a donc c'est un projet qui se construit dans une optique de construction bas carbone. Alors il y a 2 leviers qu'on utilise pour atteindre ces objectifs bas carbone. Le premier levier, c'est la conservation de l'existant. Donc il y a 2 bâtiments qui sont conservés et une extension qui vient s'ajouter. Et le deuxième levier, c'est le travail et l'intégration de matériaux à faible impact carbone, donc du bois et des matériaux bio et géosourcés. Voilà, on peut voir les 2 bâtiments en bleu qui sont conservés et la structure des bâtiments qui sont conservés. Donc c'est une réhabilitation lourde et ça permet de ne pas engager de nouveaux frais écologiques et économiques pour habiter ces espaces. Merci beaucoup, Monsieur Chek. Alors, avant de passer à la deuxième partie de la table ronde, je propose à Eric Kenda de nous rejoindre. Donc, Eric, tu es coordinateur régional Île-de-France, entre autres du programme Acté. Et j'aimerais te faire réagir sur les témoignages que tu as entendus et que tu nous parles du programme Acté et également de l'ALEC MVE, dont tu es aussi originaire. Merci Soulé, merci. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Et effectivement, je suis coordonnateur du programme Acté. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent le programme Acté? Ouais, je crois que je suis en terrain conquis, très bien, c'est une bonne chose. En fait, le programme Acté, c'est un programme d'accompagnement des collectivités à la connaissance de leur patrimoine à travers des outils, on va dire méthodologiques, mais aussi des outils financiers qui permettent de financer des ressources humaines, des études, on va dire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, c'est près de 220 millions d'euros qui sont mis à la disposition des collectivités pour justement les accompagner dans cette transition énergétique patrimoniale. Et au quotidien, c'est un réseau d'économes de flux qui accompagne les collectivités dans cette dynamique-là. Et lorsque j'écoute les différentes interventions, ça montre bien que ce besoin d'accompagnement du quotidien est indispensable pour faire émerger les projets de rénovation. On voit très bien, surtout dans des petites communes où on a très peu d'ingénierie, il y a un besoin de maillage. Et aujourd'hui, avec Acté, on travaille justement à accompagner ces territoires-là à travers des économes de flux qui sont soit dans les syndicats, aussi dans les ALEC. Et au titre de mon ancienne casquette en tant que directeur d'une ALEC adjoint, et je vois qu'il y a des économes de flux dans la salle. Je connais très bien les contraintes auxquelles sont confrontées les collectivités justement dans ce parcours de combattants qu'est le projet de rénovation qui en amont, j'ai envie de dire, se base sur une connaissance exhaustive et elle n'est pas évidente à mener, sachant que c'est des sujets très techniques qui demandent d'être accompagnés. Et j'ai envie de envoyer un petit peu la balle aux intervenants pour savoir comment elles ont été accompagnées, est-ce qu'elles ont connaissance des réseaux d'accompagnement qui existent sur le terrain, parce que très souvent, le manque de connaissance de ces réseaux font qu'on perd en efficacité et parfois, il y a des mutualisations qui sont possibles et ça peut être intéressant de vous rapprocher de ces acteurs-là dans votre parcours de rénovation, bien sûr en lien avec des acteurs comme la Banque Territoire sur la dimension financière. On travaille justement sur ces questions
pour arriver à identifier les bons process, les bons parcours de façon à aider les collectivités à identifier facilement les dispositifs de financement. Et croyez-moi, c'est pas facile pour avoir mené l'exercice dans une autre vie de recenser les dispositifs de financement qui sont changeants, dynamiques, avec des acteurs qui ont des cahiers des charges qui sont différents. C'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que nous, on mène ce travail-là, d'avoir des acteurs de terrain pour accompagner. Donc, j'aimerais savoir si vous avez été accompagné par des acteurs, comment ça s'est passé, et est-ce que vous connaissez Acté aussi par ailleurs? Alors non, je connais pas AT, mais bon, on est très bien accompagné par la Banque des Territoires. Et moi, j'ai la chance, j'en reparlerai tout à l'heure, mais nous, on a une commune de 10 000 habitants, donc on a quand même un peu de personnel. On est 184 agents au total, donc qui ont fait un énorme travail sur les subventions. Pareil, j'en reparlerai après sur l'autre table ronde. Mais en tout cas, oui, on a réussi à avoir pas mal de choses. Mais cet accompagnement, il est, je vous dis bien, aussi bien en interne qu'en externe, puisque, comme vous dites, on n'est pas des professionnels, on le disait déjà tout à l'heure, et la Banque des Territoires, là-dessus, nous a apporté énormément. Alors après, on connaît nos partenaires principaux, l'État, la région et le département, et il y a d'autres choses à aller chercher qu'on ne connaît pas forcément, et des fois, ça reste compliqué, je vous l'accorde. Alors, nous, économiquement, on a été accompagné par l'ANRU, donc l'Agence nationale de renouvellement urbain. On est aussi aidé parce qu'on est un quartier politique de la ville. Après, sur ce projet en particulier, on a été accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'appelle Switch et qui nous a proposé de faire très tôt la démarche bâtiment durable francilien qui a contribué à l'élaboration du programme. Et je l'ai peut-être pas dit, mais on a aussi voilà, l'équipe de maîtrise d'œuvre Dietmar Fechtinger associé qui nous accompagne sur le suivi de projet tout au long. Et on travaille avec une entreprise qui s'appelle 3G Group sur la construction. Voilà. Donc on est aussi une ville de 30 000 habitants, donc avec un accompagnement et des capacités en interne. Super. Merci beaucoup Eric et merci à vous pour vos réponses. Tu nous permets de faire la parfaite transition avec la deuxième partie de la table ronde. On va justement rentrer un peu plus dans les rouages des projets. Merci à toi Sylvie, un plaisir. Merci. Alors en séquence introductive de cette deuxième partie de table ronde, je vous propose de découvrir ce qu'est la démarche bâtiment durable francilien portée par Ecopolis. BDF, c'est une démarche d'évaluation qui évalue des projets pour mesurer leur niveau de performance durable, mais qui surtout les fait progresser. C'est en fait une démarche participative où un accompagnateur BDF travaille avec une équipe qui comprend et la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage et qui les fait travailler ensemble, qui les fait se poser plein de questions, notamment dès l'amont du projet, et qui les aide à trouver ensemble les meilleures solutions. La démarche bâtiment durable francilien a déjà accompagné 200 projets de bâtiments réhabilités ou construits en Île-de-France. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont participé à des commissions qui auront appris à construire et à réhabiliter des bâtiments de façon plus durable, utiliser des matériaux biosourcés, moins de CO2 et à rendre les sols plus perméables. On a 3 piliers. Le premier, c'est l'outil qui a été conçu en partenariat avec les acteurs du territoire, le référentiel de qualité environnementale. Ensuite, on a l'accompagnateur BDF ou l'accompagnatrice qui se base sur cet outil pour guider les questionnements et la conception jusqu'à la phase d'usage. Et enfin, on a la commission publique qui est une revue de projet qui permet ensuite de contribuer à l'évaluation environnementale du projet. Les commissions BDF, elles permettent de partager entre le public, le jury et les porteurs de projets des conseils, la diffusion de savoir. Ça permet de faire évoluer les bonnes pratiques. L'intérêt que je trouve à Ecopolis et à ces démarches BDF, c'est qu'elles permettent de réinterroger en permanence le projet. Et donc, en permanence d'être challengé, d'être accompagné vers la recherche d'autres solutions, vers des questionnements qu'on ne s'était pas forcément posés. Et c'est donc la richesse de cette interaction
qu'on n'a pas forcément avec d'autres démarches certifiantes. Ce n'est pas une démarche qui juge, c'est une démarche qui aide à grandir. C'est une démarche qui nous permet un dialogue à la fois avec des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des professionnels du bâtiment, des entreprises, et qui nous permet, quand on n'a pas la solution tout de suite au démarrage du projet, d'avancer, de proposer pas à pas des solutions, et donc elle fait grandir, et c'est en cela qu'on trouve la démarche très intéressante. C'est pas juste un truc pour demain, que c'est pas une utopie, qu'on a déjà fait, et BDF, en assemblant les 200 projets que vous suivez, montre que ça n'est plus du tout une utopie, et c'est bien loin d'être une utopie, quoi. Que c'est déjà là, et que c'est possible, et qu'il faut absolument le poursuivre. La prochaine marche, c'est déjà les quartiers, bravo. Le fait d'être passé du bâtiment à l'urbanisme, c'était nécessaire, et bravo de l'avoir fait. Il faut poursuivre, c'est tout. C'est l'avenir du bâtiment au XXIe siècle en Ile-de-France qui se dessinera grâce aux démarches BDF. Alors, Alexandre Chek, je crois que vous êtes le principal concerné par ce que l'on vient d'entendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'intérêt de la démarche BDF qui a accompagné la commune de Clichy-sous-Bois pour ce projet? Quels sont ses atouts? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah, c'est bon. Alors, nous, on a eu la chance d'être accompagnés dès l'étape de programmation et de pré-programmation. Donc en fait, c'est notre AMO qui nous a donné l'idée de nous inscrire avec Ecopolis dans la démarche BDF. Et peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que il y a une bonne analyse de site et de l'existant pour être sûr de ne pas avoir de loupé dans les phases études et chantiers derrière. Il y a une deuxième chose, c'est donc avec la grille BDF qui est une grille de lecture et d'analyse des projets, ça permet de pousser plus loin que la réglementation les différents curseurs du projet, et de balayer des points importants qui sont parfois oubliés dans le feu du chantier. Donc par exemple l'îlot de fraîcheur ou la gestion des eaux de pluie à la parcelle. Donc il y a dans le projet une gestion, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle avec des noues, des jardins de pluie et un bassin de rétention. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est par exemple la ventilation naturelle et le confort d'été dans un bâtiment qui peut être parfois mis à la marge. Donc il y a eu une réflexion avec l'accompagnement de BDF sur la gestion bioclimatique du bâtiment, des brises soleil orientables, un haut vent pour protéger les grandes surfaces vitrées. Voilà ce qui permet d'avoir un confort d'été sur ce projet sur 94% des heures d'occupation. Il y a aussi une idée qui est venue avec notre bureau d'études et avec la démarche BDF qui a été de mettre des attentes pour une future climatisation potentielle dans le cadre du réchauffement climatique. Donc il y a, j'ai pas dit, mais du coup le projet s'inscrit dans le label E3C1 énergétique et Effinergie rénovation et bâtiment biosourcé numéro 1. Donc juste pour parler rapidement du chantier et de l'accompagnement BDF, nous par exemple on a prévu en cours de chantier le raccordement au réseau de chaleur urbain. Et donc il y a eu un changement de la production d'eau chaude sanitaire et énergétique du bâtiment, et on s'est rendu compte aussi pendant le chantier que le vide sanitaire qui était censé être isolé était finalement inaccessible, et donc un changement de l'enveloppe thermique du bâtiment. Et pour le coup l'accompagnateur a été vraiment de bons conseils pour trouver des moyens et des solutions et correspondre aussi à la réglementation, parce qu'aujourd'hui par exemple la réglementation ne prend pas en compte les réseaux de chaleur urbains. Et dernière chose aussi, c'est de donner une visibilité au projet et de pouvoir en parler.
Donc on a fait une commission la semaine dernière et il y a une visite sur le chantier la semaine prochaine, mercredi prochain, le 18. Donc vous êtes invités à venir visiter le chantier. Et là, on peut voir une photo des enfants qui sont venus visiter le chantier aussi, parce que l'école Paul Vaillant-Couturier est assez importante dans la ville de Clichy-sous-Bois. Le maire y était en primaire. Et voilà, donc les enfants qui sont relocalisés, encore une complexité pendant le temps du chantier, viennent voir l'avancée des travaux. Et peut-être qu'une des choses particulières avec BDF, c'est aussi la dimension holistique, le fait qu'il y ait une attention à la gestion de projet, à la gestion de l'eau, aux matériaux, à la synergie. Enfin voilà, il y a une attention à plein de dimensions d'un coup auxquelles enfin voilà, qui peuvent s'oublier au fur et à mesure dans le feu du chantier, et aussi en phase usage à la fin pendant l'utilisation du bâtiment. Merci. Donc ça ne vous a pas fait peur d'ajouter un acteur, parce que peut-être c'est la question qu'on peut se poser, il y a du monde qui travaille dans un projet de rénovation, est-ce qu'ajouter un acteur, un accompagnateur BDF, une autre structure, voilà, vous n'avez pas eu peur de vous perdre un peu dans l'organisation du chantier, du projet ? En fait, c'est intéressant parce qu'au final, aujourd'hui, dans le projet, l'acteur BDF, c'est un des plus anciens. Parce que au final, dans les équipes d'architecture, il y a des gens qui changent, voilà, qui changent d'agence, etc. Aux mairies aussi. Et en fait, l'accompagnateur BDF, c'est aussi un tenant de la qualité tout au long de la phase programmation, à la phase étude, à la phase usage. Et ça fait un acteur de plus, mais c'est intéressant d'être beaucoup autour de la table aussi. Merci beaucoup. On a également parmi nous un accompagnateur BDF, Arnaud Van Dendrich, si tu veux bien me rejoindre. Tu vas nous parler de ton travail à Ecopolis et de ton engagement pour la démarche bâtiment durable francilien. Alors, tu n'as pas accompagné ce projet en particulier, mais tu travailles pour la démarche depuis plusieurs années. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis accompagnateur BDF et quand on fait une rénovation lourde aujourd'hui, la plupart du temps, on intervient sur des bâtiments qui ont 50 ans, qui ont été bâtis il y a 50 ans. Et il est nécessaire forcément de faire une rénovation durable. Alors durable, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, je voulais prendre 3 exemples assez concrets de ce que pouvait être durable. La première, c'est un engagement qui est nécessaire, qui est national, qui est collectif. C'est l'engagement sur le bilan carbone de notre opération. Il est légitime de se dire que pour qu'une opération ait du sens et s'inscrive vraiment dans le scénario national bas carbone, le carbone que je vais investir dans mon bâtiment permette derrière de générer des économies carbone. Donc, sinon, on est un peu passé un peu à côté du sujet. Et en ce sens, je pense qu'il y a une responsabilité chez nous qui est assez importante. Nous, quand je dis nous, c'est une responsabilité collective. C'est de ne pas passer à côté de ce sujet-là. On n'a pas le droit de se louper en quelque sorte sur la rénovation énergétique, sinon on passe un peu à côté du sujet. Donc ça nécessite de se poser des questions. Qu'est-ce que je fais avec le déjà là? On en a parlé, la question du réemploi, de la réutilisation de la structure, comme on a pu le voir à Clichy-sous-Bois. Quels sont les matériaux que je vais mobiliser? Quels sont les bénéfices qui vont pouvoir m'apporter? Quel système technique je vais mettre en place pour générer des économies d'énergie derrière? Quelle économie de projet j'envisage? Parce que derrière, je m'engage sûrement sur, Véronique parlait de 30 ans, mais on voit dans les bâtiments qu'on rénove qu'ils ont 50, parfois plus. Donc on s'engage sur 50, 100 ans. Donc les choix économiques qu'on fait aujourd'hui, ils engagent toute la collectivité sur les années futures, et c'est important de le prendre en compte. Un deuxième exemple de durabilité de bâtiment, c'est évidemment de s'inscrire dans un climat qui change. Chez EOD, Ingénieur Conseil, avec plusieurs collègues, on a écrit un manifeste pour l'adaptabilité systémique des bâtiments aux vagues de chaleur, avec tout un tas
enfin pas tant que ça, mais quelques repères, quelques actions sans regret qu'on les appelle comme des actions sans regret. C'est se protéger des apports solaires, réduire les surfaces vitrées, utiliser des brasseurs d'air, etc. Et ça, finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans la démarche BDF, dans le guide EduRénov sur le confort d'été intérieur aussi. C'est ce genre de questions qu'il faut également se poser. Pardon. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que chez EOD, on a entamé là une thèse CIFRE sur cette question-là du confort d'été dans les bâtiments. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de venir vous présenter les résultats de cette thèse qui dure 3 ans. Et puis n'hésitez pas aussi à nous contacter parce qu'on recherche aussi des bâtiments sur lesquels on pourrait expérimenter, faire des mesures. Et puis on serait ravis de participer avec vous à ce genre d'équipement. Un troisième exemple de durabilité, c'est la flexibilité du bâtiment. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple à Beaumont-sur-Oise de partage du parc entre le groupe scolaire et la résidence senior, merci. Voilà, c'est comment ma salle polyvalente dans mon groupe scolaire peut devenir une salle d'accueil pour le club de bridge de la ville. Enfin, c'est comment la salle polyvalente peut être une salle refuge en cas d'inondation ou en cas de canicule. Les cours oasis, on en a parlé, c'est un lieu important pour le refuge en cas de canicule. Et notamment, les projets BDF ont été assez moteurs là-dessus. Moi, j'ai en tête le centre de loisirs Jacques Chirac, pour lequel la mairie avait réussi à mobiliser des associations autour du centre de loisirs qui ont fabriqué des gilets et des chaussons pour les enfants. Donc il y avait un club de tricot à la ville qui a fabriqué des chaussons et des gilets pour l'ensemble des enfants dans le groupe scolaire. C'est le genre d'exemple qui permet de remettre au centre les groupes scolaires qui finalement ont l'avantage d'avoir un maillage très important sur le territoire, une proximité très forte, et donc à mon sens il y a un rôle important à jouer là-dessus. Donc ces 3 exemples, il y a des enjeux associés à ces exemples, c'est d'arriver à d'acculturer la maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les entreprises, les exploitants à cette culture-là, d'arriver à massifier, c'était le mot d'introduction de Nicolas, de massifier ces solutions-là, d'avoir une cohérence dans l'ambition. Si on dit qu'il faut mettre du bois, de la paille et de la terre, il faut qu'on trouve les filières, qui ait la possibilité de le faire. Donc ça, il y a un développement de filières aussi à avoir, et ça, c'est forcément en discutant avec tous les acteurs. Et puis, je pense que ce serait un enjeu assez fort, c'est qu'EduRénov finalement puisse aussi anticiper, préfigurer la future réglementation, parce que vous savez, monsieur le maire l'a rappelé, il y a un décret tertiaire qui est une réglementation énergétique, mais sur la réglementation environnementale, actuellement, donc qui dépasse la seule angle de vue énergétique, il n'y a absolument pas de réglementation sur l'existant. Il y a la RE 2020 dans le neuf, mais rien sur l'existant. Et donc peut-être qu'EduRénov, à travers tout ce partage de connaissances, peut aussi préfigurer ce que pourrait être la réglementation environnementale dans le secteur de l'enseignement. Ces enjeux-là, on peut les porter chacun, mais bon, c'est moins drôle et puis moins efficace, et ensemble, on va beaucoup plus loin. Et en ce sens, la démarche BDF, elle permet de faire ça. Comme vous l'avez rappelé, Véronique, comme on l'a pu le voir sur la vidéo, c'est l'occasion d'échanger avec tous les acteurs dans un climat de bienveillance, sans jugement, pour justement que tous les acteurs du territoire puissent apporter leurs connaissances et dialoguer entre eux. Voilà, merci. Merci beaucoup Arnaud. Alexandre, Cheikh, est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a dit Arnaud? Je me rends compte qu'on n'a pas montré tout à l'heure la slide du référentiel, parce qu'en fait c'est un accompagnement, mais c'est aussi une évaluation des projets. Vous êtes passé en commission BDF il y a quelques jours. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Effectivement, les conseils des pairs en commission sont vraiment précieux. La semaine dernière, c'était un beau moment où, dans la bienveillance, on s'apprend et on se raconte nos problèmes et nos turpitudes de chantier, et on trouve des solutions ensemble. Et
Peut-être sur la question de l'usage des bâtiments et de l'intensification de l'usage, il me semble que dans une optique de transition énergétique et dans une optique d'amélioration écologique de la capacité de nos bâtiments, le plus simple, c'est d'utiliser un bâtiment le plus possible. Donc, par exemple, à Clichy-sous-Bois, il y a 2 cours d'école. En fait, il y a 4 cours d'école, parce qu'il y a des cours d'école à l'étage, etc. Mais il y a une cour d'école qu'on a décidé d'ouvrir au public et d'avoir des espaces mutualisés et des locaux associatifs, ce qui permet d'optimiser les coûts d'entretien du bâtiment, d'intensifier l'usage du bâtiment et de l'ouvrir hors temps école, hors temps scolaire. Et du coup, ça, c'est un gain énergétique démesuré sans dépenser un seul centime de plus. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Annie Tissier. Madame Annie Tissier, si vous êtes toujours en ligne. Vous avez fait autrement dans votre projet. Vous n'êtes pas accompagné par Ecopolis. Vous êtes en phase amont d'études. Voilà, vous êtes accompagné en ce moment par le programme EduRénov sur l'audit énergétique, l'audit financier, il me semble, qui va commencer bientôt. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes et voilà, rentrer un peu plus dans le détail de la construction de votre projet? Alors, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis le début de l'année, ou même un petit peu l'an dernier, étant donné que les enseignantes avaient le projet de répondre au programme Chaîne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suppose. Oui, très bien, merci. Et donc, nous avons fait appel au CAUE qui nous a fait une première ébauche. Et cette année, nous avons tiré un petit peu toutes les sonnettes pour essayer de trouver à la fois les sources de financement, à la fois les dispositifs d'aide. Nous nous sommes appuyés un petit peu sur la communauté de communes également, qui nous a délégué le responsable des services techniques pour nous aider à déjà définir ce que nous voulions. Parce que, ayant peu de moyens, notre objectif est de faire beaucoup avec peu. Sans nous lancer dans des choses ingérables, étant donné que nous n'avons pas la capacité de gérer des choses très compliquées. Donc, j'ai inscrit la commune à EduRénov et du coup, de fil, la bobine s'est déroulée et nous avons eu, je crois, après un contact avec la Banque des Territoires d'ailleurs, nous avons eu un audit énergétique fait par la société Indigo, qui a été extrêmement précieux puisque cet audit énergétique a analysé à la fois la situation actuelle et a fait des préconisations sur ce que nous pourrions faire dans un budget raisonnable. Donc, sur cette base, que nous avons complété avec un audit du syndicat de l'énergie du département, nous avons contacté des collectivités avoisinantes qui ont aussi fait la même démarche pour identifier des maîtres d'œuvre qui pourraient nous accompagner dans la construction du projet. À ce stade, nous avons sélectionné un maître d'œuvre qui nous a fait une proposition répondant à la fois à nos attentes en termes de technique, en termes de projet et en termes financiers. Et nous allons déposer une demande de subvention DETR en début d'année. Nous avons rencontré également le sous-préfet qui nous a assuré que nous étions prioritaires pour avoir des financements, donc c'est une très bonne chose pour nous. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus concernant notre démarche, étant donné que nous sommes vraiment au stade de l'avant-projet actuellement, donc attendons de voir si tous nos espoirs aboutissent. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le plan de financement de votre projet? Je crois que vous avez déjà assez dans le détail. C'est un projet à 500 000 euros
c'est-à-dire un projet qui finalement coûte plus cher que notre budget de fonctionnement. Donc voilà. On vise une subvention du DETR, DSIL, Fonds Vert, qui, nous l'espérons, pourra atteindre les 60%. C'est ce que nous a plus ou moins laissé entendre le sous-préfet, que nous allons le compléter par un FER, donc Fonds d'équipement rural du département, et par une subvention de la région qui s'appelle, je crois, subvention ou aide pour la rénovation du bâti public, quelque chose comme ça. Donc, mais bon, ça viendra dans un second temps, le tout devant atteindre 70%, puisque la région et le département ne veulent pas dépasser 70% de subventions. Ce qui est bien dommage, mais bon, nous allons faire appel à la Banque des Territoires, très probablement, pour financer pas la totalité du reste, mais une bonne partie. Merci beaucoup, Madame Tissier, pour votre témoignage. On va terminer avec vous, Monsieur Jean-Michel Aparicio. Vous aussi, vous avez bénéficié de crédits d'ingénierie et de financement de la Banque des Territoires. Je vous laisse nous en parler. Alors, moi, je vais revenir sur les projets qu'on a évoqués un petit peu tout à l'heure. Je vais faire ça rapidement. Alors, je vais commencer par l'autre école, puisque celle-ci, c'est la nouvelle avec une rénovation complète. Je vais commencer par l'école Louis Roussel, où on a eu donc la Banque des Territoires avec EduRénov et Sobre Énergie, qui est un des partenaires qui nous a aidés sur ce projet, où je vous disais tout à l'heure, on a gagné 65% d'énergie sur ce bâtiment-là. Donc c'est très important et on espère pouvoir réduire nos factures, ce qui me permet aujourd'hui, et je le dis tranquillement, de ne pas avoir augmenté les impôts sur la ville de Beaumont-sur-Oise depuis que je suis arrivé, donc c'est assez important. Aujourd'hui, on organise, donc par rapport à ce bâtiment de Louis-Roussel, comme je vous l'ai dit, thermique, phonique, ça a fonctionné du tonnerre, donc on continue et on aura 4 autres bâtiments qui sont toujours des écoles publiques, et on est en train de travailler sur la mairie, sur les différentes donc gymnases et une belle salle que nous avons de spectacle qui s'appelle la salle Léo Lagrange. Donc nous allons pareil demander, on a déjà fait une audit et on continue sur les différents bâtiments. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 12 bâtiments au total où nous avons demandé l'aide d'EduRénov. Donc voilà, ça c'était sur ces bâtiments-là et sur l'école du Roussel. En même temps, on a, je vous parlais des écoles, mais on a aussi le périscolaire qui se trouve à côté où également, nous sommes en train de travailler dessus. On a le CAJ, c'est le centre d'animation jeunesse, où on reçoit un petit peu plus de 100 enfants chaque jour, qui viennent soit le soir, soit le mercredi en journée, qui vont bénéficier aussi d'EduRénov. Donc c'est là où c'est important. On essaie de faire bénéficier tous les bâtiments publics sans exception, et pour toutes sortes d'âges. C'est là où c'est bien. Et là, je reviens sur... alors, d'abord sur le financement, puisque on a eu une bonne aide là-dessus. Sur Louis Roussel, donc ça nous a coûté 750 000 € au total. Nous avons eu 560 000 € de subventions différentes, donc région, département, fonds verts. Et malheureusement, on n'a pas eu besoin de demander à la Banque des Territoires de nous faire un chèque. On l'a fait par contre pour le deuxième projet. Donc c'est un projet qui va, comme je vous le disais, concerner 8 classes au total. On voulait travailler sur de l'écologie. On parlait de cour oasis, donc il y aura une belle cour oasis avec plein de choses. On parlait de bâtiments économiques, donc on a été obligé de changer toute la structure du toit pour installer des panneaux photovoltaïques de façon à ce que l'école en énergie solaire puisse fournir toute l'électricité du bâtiment. On est en train de voir si la réalisation est possible ou pas là-dessus. C'est un peu limité. Sur la cour que vous pouvez voir, on veut mettre un grand bac pour pouvoir récupérer l'eau, et qui va pas servir à l'école, mais qui va servir pour la ville, puisqu'on arrose nos fleurs. Et plutôt que gâcher l'eau, avec ces grands bacs, on récupérera l'eau qui sera l'eau de pluie, qui sera dans ces containers. On l'a déjà fait sur notre école, sur notre terrain de foot, parce qu'on a un terrain de foot synthétique que nous venons de refaire, et on a mis des grands bacs en dessous de façon à pouvoir
pouvoir récupérer l'eau. Et donc, du coup, on n'utilise plus d'eau potable pour arroser nos plantes, mais de l'eau de pluie récupérée. Nous avons fait une isolation complète donc, du bâtiment. Et comme je vous disais, on voit juste à côté le réfectoire qui va être fait et avec une chaîne complète pour la récupération des déchets. Et on va essayer d'en avoir le moins possible par rapport à l'écologie. Et sur le financement, alors là, très important, c'est que on a été chercher partout. Mais quand je vous dis partout, vraiment partout. On a fait un contrat régional qui nous a permis de récupérer, je vous donnerai la somme globale du projet, mais un contrat régional qui nous a permis au total de récupérer 1 million sur 1 million possible. On a eu de fonds verts 1 200 000, alors pour être exact, 1 256 000 euros de fonds verts récupérés pour cette école. Le département nous a reversé 250 000, la DETR 250 000. Donc on est quasiment à 2,9 millions de récupérés pour un projet aujourd'hui à 3,9 millions. Donc on a fait un bon boulot et au départ du projet, quand on avait rencontré la Banque des Territoires, on leur a dit voilà, nous il nous faut un emprunt, le projet coûte 3 millions, est-ce que vous pouvez nous prêter 3 millions, le reste on l'a en fonds propres. Et on nous a dit bah, écoutez, pas de problème, les 3 millions, on va voir comment on fait. Donc je vous parle de ça il y a 3 ans en arrière quasiment. Donc on travaille là-dessus et la Banque des Territoires nous accorde ces 3 millions indexés sur le livret A avec une augmentation possible de 0,4 au lieu de 0,6. Donc des bons avantages pour nous. Et en plus, tant qu'on ne les utilise pas, on s'en sert pas. Donc c'est très bien aussi, comme ça on n'a pas besoin de payer. Et puis vu que la Banque des Territoires a suivi ce projet de très près, nous a rappelé, nous a dit mais monsieur Aparicio, vu les subventions que vous avez eues, vous n'avez pas besoin d'autant. 3 millions, donc c'est bien, voilà, nous on est prêt à vous les prêter comme on vous l'a dit, mais est-ce que vous avez besoin d'autant? Donc il faudrait peut-être revoir le contrat et on vous prête que 2 millions puisque le reste vous l'avez déjà. Et je pense qu'on se reverra là-dessus parce que vu le nombre de subventions qu'on a eu, on pourra peut-être même baisser, mais on a d'autres projets donc ça pourra servir pour autre chose. Mais donc voilà, et on a été conseillé donc sur l'ingénierie comme on le disait tout à l'heure, mais également sur le financement parce que c'était très important. Et on a réussi à obtenir vraiment un maximum de soutien de la Banque des Territoires sur ce financement. Aujourd'hui, on emprunte donc les 2 millions d'euros, mais vu les subventions qu'on a, comme je vous disais, 2,9 millions sur 3,9 millions de budget prévu sur ce bâtiment, bah pour nous, c'est juste génial. Donc, je vais pouvoir encore pas augmenter les impôts et puis en plus mettre d'autres projets en place pour la commune. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et pour terminer cette table ronde, j'invite ma collègue Céline Audin-Varela, chargée de développement territorial pour le Val d'Oise à la Banque des Territoires. Alors, tu es l'interlocutrice privilégiée de la commune de Beaumont-sur-Oise et tu t'es chargée notamment du dossier de financement de ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont la Banque des Territoires accompagne les collectivités et en particulier sur le sujet de la rénovation du bâti scolaire ? Oui, bonjour à tous. Alors, en fait, voilà, la Banque des Territoires, c'est vrai qu'on accompagne Beaumont-sur-Oise depuis quelques années. Et on est vraiment très, très heureux de voir que le projet aboutit. Plus particulièrement sur la rénovation du bâti scolaire et ce que peut mettre en place le parcours EduRénov. Il y a tout un parcours en fait qui démarre dès l'adhésion au dispositif EduRénov et ce parcours en fait donne accès. Alors, ce dont n'a pas bénéficié Beaumont-sur-Oise parce qu'en fait ils ont adhéré après, mais maintenant ils font partie du dispositif, c'est de pouvoir échanger avec des pairs, pouvoir bénéficier d'une ressourcerie. Et donc ça, c'est ce que peuvent faire donc toutes les collectivités qui adhèrent au programme, pour avoir des guides sur le financement, sur l'ingénierie. Parce qu'on a vu que l'ingénierie, c'était quand même un domaine assez vaste. Voilà. Et en plus, pouvoir se tenir informé de toutes les évolutions, pouvoir échanger avec des experts par le biais de webinaires. Je crois qu'il y en a un demain qui est prévu.
Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant pour les collectivités qui y adhèrent. Nous, après Banque des Territoires, on peut donc également intervenir en ingénierie, et là c'est ce qu'on a fait avec Beaumont-sur-Oise, pour cofinancer des études d'audit énergétique ou bien des études programmatiques, voilà, préopérationnel. Donc ça, on voit bien que les collectivités sont en demande. Voilà, on peut financer aussi des études de conception. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et notamment sur le plan de financement du projet, ça peut être intéressant aussi pour les collectivités, voilà, pour voir quel est le plan de financement qui est le plus adapté en fait pour la collectivité. Donc là aussi, on peut déployer des moyens pour les accompagner. Et après, lorsque l'on passe à l'étape financement, alors on dispose effectivement d'offres de prêts. Alors notre ressource principale est la ressource livret A, donc c'est un taux qui est indexé sur le livret A, auquel on va ajouter une marge très faible, 0,4. Donc on est aujourd'hui à un taux à 3,4. Ce qui est intéressant avec cette ressource livret A, c'est qu'en fait c'est quand même l'épargne des Français, voilà, qui vient financer les projets des collectivités. Donc, je trouve que c'est quand même assez beau. Et on a aussi des prêts taux fixes qui sont adossés à la SFIL ou à la BEI. Voilà, sachant que voilà, vous pouvez bénéficier dans les deux cas de préfinancement. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que vous pouvez souscrire un contrat et avoir une période de préfinancement qui va couvrir la durée des travaux, ce qui fait que la collectivité n'a pas besoin de commencer à rembourser, à amortir son capital dès le démarrage. On va juste permettre à la collectivité en fait de tirer sur l'enveloppe et de ne payer des intérêts que sur la partie qui a été tirée. Et on commencera à amortir à la fin de la période de préfinancement. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les collectivités en termes de finances. Voilà, on a des prêts qui vont d'une durée de... Alors, si on prend les taux fixes, on démarre à 15 ans, on peut aller jusqu'à 40 ans. Et si on prend le taux du livret A, on peut démarrer à 20 ans. Et là, on a des périodes qui sont beaucoup plus grandes, mais voilà, en relation aussi avec l'objet financé. On a aussi un dispositif qui est très intéressant qui s'appelle l'Intracting. Donc là, ce sont des prêts court terme pour tout ce qui est amortissable très rapidement. Donc en fait, la durée du prêt là, va être beaucoup plus courte. On part de 3 ans à 13 ans maximum. Le principe, c'est pour des travaux de nature moins lourde que pour un financement prêt livret A ou taux fixe. Mais le principe, c'est on vous finance des travaux que vous allez réaliser et avec les gains que ces travaux vont apporter à la collectivité, eh bien, vous pouvez rembourser le prêt. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle nous en fait une avance remboursable, parce que quelque part c'est quasi neutre pour la collectivité. Voilà. Donc ça c'est un dispositif aussi qui est assez intéressant, sur lequel on est en train de travailler avec Beaumont justement pour voir si certains bâtiments peuvent en bénéficier. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci Céline. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui. Bonjour, je suis Alexis Desplat, je suis architecte et doctorant sur la question de rénovation de bâtis scolaires. J'ai une question sympa et une qui l'est peut-être un petit peu moins. La première, c'est sur vos projets, est-ce que vous avez pu faire participer les enfants
d'une manière ou d'une autre à la rénovation de leur propre école. Donc on a vu qu'il y avait des visites typiquement de chantier qui avaient été organisées, c'est une super chose. Est-ce que d'une autre manière, vous avez pu leur offrir l'opportunité d'y participer? Et l'autre, c'est plutôt pour du coup la Banque des Territoires, c'est au niveau des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. On l'a vu l'année dernière en mars, avec le décret de Bruno Le Maire, on a 10 milliards d'euros d'économies qui ont été faits, dont 2 milliards d'euros sur le fonds vert. C'est quelle est la pérennité finalement pour ces engagements qui sont portés par l'État, qui sont très importants, puisqu'il y a 10 000 écoles qui doivent être rénovées d'ici 2027. Comment est-ce qu'on arrive à assurer que ces écoles seront bien rénovées dans les temps, et comment est-ce qu'on arrive à protéger ces crédits et ces actes d'engagement? Merci. Alors pour la première question, peut-être je vous laisse réagir tous les deux, et Madame Tissier en ligne. Alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, le pôle éducatif, l'idée c'est d'accompagner les enfants de la petite enfance jusqu'au collège. Et aussi d'avoir d'autres services de proximité que l'élémentaire et la maternelle. Donc il y a une élémentaire, une maternelle, une petite enfance, un pôle santé, un centre de loisirs, des espaces associatifs. Enfin voilà, il y a plein de programmes différents dans le bâtiment. Et en phase programmation, il y a une étude socio-anthropologique qui a été faite et la constitution d'un groupe d'empowerment avec une sociologue et un anthropologue. Et dans ce groupe, il y avait des enfants. Il y avait aussi des services de la ville, des professeurs, des habitants du quartier. Donc ça a été fait vraiment en phase études et programmation. Sur le chantier, concrètement, et sur la construction, il n'y a pas eu de participation des enfants. Alors moi, je vais répondre rapidement à votre question. Non, on n'a pas fait participer les enfants. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était faire participer les enseignants. Donc, on a, sur tout le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit terminé, les plans, on a travaillé avec l'architecte et l'équipe enseignante sur le projet. Moi, je dis tranquillement, on n'est pas des professionnels d'éducation, sauf si on était enseignant, parce que vous savez qu'on est maire, mais avant tout, on a un autre métier avant. Et moi, je suis pas enseignant, je suis fonctionnaire de police à la base, donc rien à voir. Donc, j'ai été voir les enseignants et je leur ai expliqué ce qu'on voulait faire. Et ils nous ont dit, ah ouais, très bien, nous on veut voir. Donc, l'architecte a fait un premier plan. On a reçu les enseignants sur place dans le bâtiment qu'on voulait rénover. Et ils nous ont dit, mais le bureau ici, ça va pas, il faudrait plutôt le mettre là, puisque ça me permet de voir les gens. Le dortoir, il faut le mettre de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, ils ont modifié tout. Un truc qu'on n'avait pas pensé, puisque c'est une école maternelle, c'est les ATSEM. On a des ATSEM qui sont fournis par la ville, et on leur avait même pas fait de locaux. Donc voilà, ils nous ont dit, il faut prévoir des locaux pour les ATSEM, mais oui, vous avez tout à fait raison. Donc voilà, c'est des petites choses où on a travaillé avec les professionnels, puisque on parle de l'équipe éducative, mais on a une partie périscolaire, donc on a demandé aussi aux animateurs qui avaient plus l'habitude que nous de regarder le projet, de nous dire s'il y avait des choses à modifier. Et les ATSEM aussi ont travaillé sur le projet, puisque les ATSEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui emmènent les petits-enfants aux toilettes régulièrement. Et si les toilettes sont trop loin, c'est compliqué. Donc il faut travailler aussi avec eux pour savoir comment ça fonctionne et de quelle façon on le fait. Et ça a marché du tonnerre. Et donc on a une école qui, je pense, a été fait par des professionnels, que ce soit au niveau de l'architecture ou au niveau des emplacements des classes et des autres lieux. Voilà. Et pour vous parliez des financements fonds verts. Alors pour l'instant, je suis pas trop inquiet, puisque le budget n'a toujours pas été voté, donc on ne sait pas ce que ça a donné. Nous, on en a bénéficié énormément du fonds vert sur les différents projets que nous avons faits. On espère en bénéficier encore sur d'autres projets à venir. Donc pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. On verra, mais de toute façon, je crois que pas grand monde pourra vous répondre à votre question sur le fonds vert, sauf une fois que le la loi des finances sera votée. À partir de là, on aura plus d'idées. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que, Madame Tissier, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être répondre à la première question notamment? Oui. Donc nous n'avons pas associé les enfants. D'abord, ce sont des enfants de maternelle. Par contre, nous avons associé les enseignantes.
au début de la démarche, et notamment au cours de réunions avec le CAUE. Bon, après, l'équipe enseignante a changé et les préconisations, ce que souhaitait celles de l'an dernier, ne sont pas validées par celles de cette année. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Concernant les financements, comme disait monsieur, on n'a pas de visibilité. Pour le moment, nous sommes obligés de nous fier à ce qu'on nous dit au niveau de la sous-préfecture ou des services de l'État. Mais de toute façon, le fonds vert, l'appel d'offres n'est pas ouvert, l'appel à projet n'est pas ouvert encore. Donc là, on verra. En espérant, en croisant les doigts pour qu'il y ait de l'argent. Merci beaucoup. Est-ce que mes collègues de la Banque des Territoires veulent ajouter quelque chose? Najwa. Oui, je vais quand même prendre la question sur les financements et l'approche qu'on a à la Banque des Territoires quand même pour soutenir tout ça. En fait, on encourage vraiment les collectivités à venir nous voir très en amont. Pourquoi? C'est un peu l'exemple de Beaumont. Vous avez un financement, il faut quand même vérifier votre capacité à le soutenir et ensuite toutes les subventions que vous aurez, c'est un plus. Donc notre travail à nous, et merci de me remettre dans ma casquette parce que vous noterez que je suis beaucoup plus à l'aise, notre travail à nous, c'est de vérifier la capacité financière à supporter l'intégralité du programme. Donc c'est ce qu'on a fait. On a dit, banco pour 3 millions, pas de problème, vous avez la capacité financière à assumer vos engagements financiers. C'est extrêmement important d'avoir cette étape parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? On ne versera que lorsque la notification des subventions aura été faite, lorsque le crédit de l'État aura été confirmé. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est sécurisé. On peut effectivement verser l'ensemble des éléments, même si on sait que l'État met un peu de temps à payer. En l'occurrence, le crédit est bien sécurisé, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas très gênant d'avoir finalement un engagement d'abord de 3 millions, puis finalement, bonne nouvelle, il y a des subventions, donc c'est encore moins. Bonne nouvelle, finalement, il n'y a plus besoin que d'1 million. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Ça veut dire que la capacité financière de Beaumont étant de 3, les 2 millions vont pouvoir être employés à autre chose. Et autre chose, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, massifier encore plus vite d'autres projets. Donc je dirais qu'en fait, on reste un banquier extrêmement sécurisé et on analyse bien très tôt en amont la capacité financière. Et c'est pour ça que c'est important de venir nous voir assez tôt, en fait. Merci Najwa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y en a plusieurs dans le public. Bonjour. Je voulais rebondir sur la question précédente parce que je pense qu'elle est effectivement importante, celle de l'association des jeunes, des classes, des écoles, puisqu'il s'agit d'équipements d'enseignement. Je ne vais pas le faire ici parce que je suis en charge, je m'occupe actuellement d'une expérimentation dans le cadre du nouveau BAOS européen sur comment est-ce qu'on transforme les écoles en des laboratoires pour l'éducation climat en lien avec la rénovation de l'école, mais ouverte sur les enjeux du quartier ou du village. Mais ce que je peux témoigner, c'est qu'actuellement, c'est toute la communauté internationale qui s'engage dans l'éducation climat. Donc c'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc c'est certainement quelque chose qu'on peut développer en lien avec EduRénov pour justement vraiment mettre en ligne l'éducation, le changement du lieu d'apprentissage, cette opportunité extraordinaire qu'est la rénovation des lieux, avec un processus éducatif. Et ce processus éducatif, il ne concerne pas que les jeunes, d'ailleurs, il concerne aussi les professionnels. Et je peux en témoigner actuellement dans l'expérimentation qu'on mène. On travaille avec l'AFPA et arriver à mettre en ligne des prescripteurs sur des nouvelles solutions par rapport à ce qu'ils font habituellement, c'est très compliqué. C'est un vrai changement éducatif aussi vis-à-vis des professionnels. Donc je ne vais pas aller plus en détail, mais c'est un vrai sujet. C'est un sujet pour les enfants et même à partir, Madame Tissier, par rapport aux plus jeunes enfants, EcoSchool le fait à l'international avec des enfants à partir de 7 ans, 5 ans, sont aujourd'hui embarqués dans des programmes de reportage sur ce qui se passe sur leur classe, de plans d'action. Et ici, Terre Agir en France, et le programme Éco-École le fait très bien et est en train de monter en puissance au niveau de ce programme international qui est Éco-École, Éco-School. Ils sont aujourd'hui dans un partenariat avec UNESCO pour transformer toutes les écoles en des écoles vertes, des écoles où les jeunes sont des véritables acteurs de la transition.
Pour revenir sur Ecopolis, parce que moi je voudrais adresser une question à Ecopolis par rapport à ce sujet-là, sur laquelle on travaille aussi, je viens de mentionner l'AFPA, est-ce que dans l'expérience bâtiment francilien, vous avez eu un travail avec les apprentis, avec les jeunes en formation sur le territoire et cette opportunité que constituent les chantiers de ne pas forcément travailler uniquement avec des groupes du BTP, avec des gens qui ont été formés il y a 10 ans, mais de quelque part accélérer la formation des jeunes sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles façons de faire, nouvelles approches, pour qu'ils renouvellent la profession et donc deviennent même une force quelque part de frappe par rapport à ces chantiers qui viennent créer un fossé, si on veut, entre une capacité de faire, parce qu'il n'y avait pas de rénovation d'école avant. Tout d'un coup, on vient rénover des centaines d'écoles. Il y a besoin de nouvelles main-d'œuvre. Donc, c'est en même temps comment on intéresse la nouvelle main-d'œuvre à travers les écoles et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place, accélérer, massifier les nouvelles solutions. Voilà. Merci de votre question. Alors, je n'ai pas de réponse globale, mais ce que je peux simplement dire, c'est que dans le référentiel BDF, il y a une des 7 thématiques qui s'appelle social et solidaire et qu'on regarde de très très près. Et donc ça donne des points supplémentaires pour passer de bronze à argent ou or, et donc pour avoir la plus belle médaille possible quand on fera l'évaluation du projet. Et donc on regarde évidemment tout ce qui concerne la prise en compte des parties prenantes, des futurs, notamment des futurs usagers du bâtiment. On regarde tout ce qui est insertion, on regarde tout ce qui est insertion avec des publics qui sont, par exemple, quand on travaille avec des entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire pour le chantier ou des choses comme ça. On regarde tous les liens qu'il peut y avoir avec l'environnement, le reste du quartier ou le reste de la ville. Donc ça, c'est des sujets qui sont très regardés et qui sont un élément fondamental de la démarche BDF, au même titre que l'énergie ou le carbone. Alors après, je ne sais pas si Arnaud, toi, tu as des exemples où tu peux en témoigner, mais si je repense par exemple à des écoles, alors, on a vu que Clichy-sous-Bois avait fait déjà pas mal de choses pour faire intervenir les enfants et prendre leur avis. Je sais que par exemple les écoles de Rosny-sous-Bois, qui sont toutes aussi en démarche BDF, là aussi il y a eu énormément de participation, à la fois des enseignants, des enfants, avant, pendant, après le chantier, et y compris pendant les phases d'usage. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles on tient beaucoup, mais après, peut-être, il y a des choses, peut-être aller plus loin, et peut-être il y a des programmes à monter ensemble, je ne sais pas, donc je veux bien qu'on s'en parle après la conférence. Arnaud, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Pas grand-chose de plus, si ce n'est que, oui, sur certains chantiers, on a eu l'occasion de faire participer des enfants, ce qui est toujours assez gratifiant, notamment pour faire un peu de terre crue, des enduits de terre crue, des choses comme ça. Et puis, effectivement, dans la démarche BDF, on a une thématique sur l'insertion. Et dans l'insertion, ça comprend aussi la question des apprentis et des stagiaires. Voilà, donc par ce biais-là. Peut-être avant de repasser le micro dans la salle, on a une question en ligne sur la fourchette. Moi, je veux bien réagir à la question quand même sur les apprentis, parce que je trouve qu'on est en France très en deçà de ce qui pourrait se faire. On a vu pour les chantiers des Jeux Olympiques qu'il y avait un retard. On fait souvent appel dans les entreprises à la sous-traitance de sous-traitance, et non pas forcément, on n'a pas des stratégies à long terme sur la formation des jeunes ouvriers. Et donc c'est aussi un vrai sujet avec tous les acteurs de la construction aujourd'hui. Oui, bonjour, Stéphane Sajou. Moi, je suis président de la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est et je suis président aussi de la commission des marchés au niveau de la Fédération du bâtiment au niveau national. Et à ce titre-là, je suis au comité de pilotage. Alors, par rapport à la question qui a été posée, c'est très intéressant. On manque de main-d'œuvre. On sait qu'il y a un problème avec l'apprentissage. Le problème avec l'apprentissage, déjà, je vous engage à vous rapprocher de la FFB avec les coulisses du bâtiment qui se tiennent sur des chantiers pour inviter des collégiens, mais leurs parents aussi et les professeurs à visiter des chantiers tous les ans. C'est des journées qui ont beaucoup de succès, qui sont relayées par aussi des influenceurs et des influenceuses de l'âge des jeunes qui viennent visiter ces bâtiments. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut faire attention quand on parle d'insertion, parce que quand on parle des métiers qui sont mis en jeu pour la rénovation énergétique des bâtiments, il y a un champ dont vous n'avez pas parlé, c'est un petit peu le management électronique, on pourra peut-être y revenir après, mais en tout cas sur la mise en place de l'isolation, tous les travaux,
Voilà, tous les travaux sur le terrain à faire, ces travaux qui sont très techniques. Hein. Donc quand on parle d'insertion, il ne s'agit pas d'insérer des gens qui sont effectivement en difficulté, de les faire venir sur le chantier pour balayer le chantier et ne rien apprendre. Il s'agit d'être dans une démarche beaucoup plus inclusive dans l'apprentissage. Sur ce sujet-là, il y a beaucoup de démarches qui sont faites au niveau des centres de formation des apprentis BTP. Il y en a 9 sur le territoire francilien. Près de chez Madame la maire, Madame Tissier, on a le CFA Docker, par exemple, qui forme au métier du bâtiment. Et là, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises, à la fois pour faire venir des nouveaux apprentis et les intéresser à ces nouveaux métiers, ces métiers manuels. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais moi je parle beaucoup d'intelligence de la main dans le bâtiment. Donc faire venir ces jeunes dans ces centres de formation d'apprentis, éventuellement effectivement avoir des démarches d'inclusion, et c'est fait dans ces centres de formation d'apprentis qui sont aujourd'hui à Auxerre, il y a 1500 places, on a 950 élèves qui sont là. Donc il y a encore de la place pour les faire venir, et il faut passer par les coulisses de bâtiment et motiver tout ce petit monde. Par ailleurs, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que pour réaliser des rénovations énergétiques d'ampleur, comme celles qui nous ont été décrites, hein, qui sont assez magnifiques sur les différentes communes qui ont réalisé tout ça, à un moment donné, il faut des entreprises et donc des ouvriers aussi qui soient capables de collaborer ensemble et de mettre en jeu leur métier d'une certaine manière pour obtenir les performances énergétiques. Il est clair que voilà, un électricien qui va percer des trous dans du placo sur un chantier sans tenir compte d'un programme de rénovation énergétique qui est global et qui doit amener une performance globale, mais il est clair que là, il y a un problème. Il y a aussi des sujets de connexion avec ce qu'on appelle le management énergétique. Vous n'avez pas parlé du décret BAX aujourd'hui, mais le décret BAX, c'est quand même extrêmement structurant pour, déjà, sur des rénovations énergétiques de bâtiments existants, mettre en place des systèmes électroniques qui vont permettre de remonter des informations de comptage par usage, des informations de pilotage, de paramétrage pour déjà réduire tout de suite drastiquement les consommations énergétiques des bâtiments. Et ensuite, avec le management énergétique, donner une structure sur la continuité pour accompagner le décret tertiaire et là, même pouvoir être capable de faire des simulations dans le futur sur les usages et sur les gestes de travaux qui vont avoir à venir. Ces métiers-là aussi viennent s'inviter au niveau des travaux manuels, au niveau de l'entreprise avec ces ouvriers qualifiés qui vont mettre en place un système de pompe à chaleur, un système de ventilation double flux dans une école pour venir connecter tous ces appareils sur ces systèmes support. Donc par rapport à cette question-là, il y a bien sûr... Alors moi, à titre, en tant que maître d'ouvrage, je rénove un site scolaire de 6 bâtiments de 1500 élèves à Sucy-en-Brie, un établissement conventionné où on a mis tout ça en place. Alors effectivement, on fait visiter aux jeunes élèves un petit peu le chantier. Donc là, on crée l'appétence pour le futur du futur. Mais le tout de suite maintenant, c'est les centres de formation d'apprentis, c'est les coulisses du bâtiment et c'est réorganiser les métiers du bâtiment à joindre ces compétences-là. Et là-dessus, il y a des travaux qui sont faits, notamment la semaine prochaine au 3CA BTP, qui est la tête de pont, la tête de réseau qui coordonne l'ensemble des BTP, des centres de formation des apprentis sur le territoire qui sont paritaires avec le bâtiment. Bien là, il y a des actions qui sont menées justement avec le WinLab pour commencer, pour accompagner justement des démarches pour faire collaborer différents apprentissages de métiers vers ces objectifs de la rénovation énergétique. Je ne pouvais pas m'empêcher d'intervenir là sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors comme on est déjà vraiment au-delà du délai imparti, est-ce qu'on peut prendre une dernière question, peut-être dans la salle ? Oui, bonjour. Séverine Michel d'Attitude Urbaine. Nous, on fait partie avec Indigo du groupement avec EduRénov. Donc, on travaille avec EduRénov et dans le cadre d'EduRénov. Et moi, je suis programmiste. Et donc, du coup, je voulais rebondir parce qu'en fait, EduRénov, oui, la porte d'entrée, c'est effectivement la rénovation énergétique. Mais comme l'a dit un petit peu Madame Céline tout à l'heure, j'ai oublié votre nom de famille, effectivement, il y a aussi toutes des cases qui peuvent s'ouvrir sur la programmation, sur le diagnostic d'usage, sur tout ce qui vous a manqué, monsieur le maire de Beaumont, avant d'arriver au moment où vous avez un architecte face à vous. En fait, grâce à EduRénov, les collectivités peuvent aussi se faire accompagner sur tout ce qui est maîtrise d'usage, programmation fonctionnelle, et on peut revoir complètement ensemble le fonctionnement de l'école. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ce n'est pas uniquement une rénovation thermique de l'école que propose EduRénov, mais c'est vraiment l'ensemble d'une réflexion sur l'école.
et dans le futur de cette école et dans le fonctionnement général, et aussi le fonctionnement général, comme disait un peu tout le monde, à un moment donné, ça joue sur l'éducation des enfants, à la sobriété énergétique, enfin tout est lié, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est pas vraiment une question. Une dernière question alors. Merci, c'est très gentil. Donc, je me présente, Guillaume Allais, je suis responsable de la prescription pour un industriel qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de ventilation double flux pour les salles de classe et des systèmes thermodynamiques qui peuvent hybrider une chaufferie, par exemple, ou la remplacer pour proposer un système bas carbone. Et moi, ma question, c'est comment on peut intervenir dans le processus EduRénov pour faire connaître les solutions techniques qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont peut-être pas connues, des gens qui conseillent en phase d'études. Merci. Alors là-dessus, j'ai envie de renvoyer la balle vers mes collègues qui s'occupent du partenariat. On a plus de 40 partenaires dans le programme. On mène des groupes de travail tout au long de l'année pour produire des guides. Et on a quelques structures un peu techniques, avec des solutions techniques comme vous. Je pense qu'on va se reparler. Merci beaucoup. Alors, je vais conclure parce qu'on est déjà, on a déjà largement dépassé nos délais. Vous invitez à rejoindre le programme EduRénov, évidemment, si vous avez un projet de rénovation scolaire. Et bien sûr, Véronique, je te laisse la parole pour conclure sur les prochains rendez-vous en Ile-de-France. Merci beaucoup. Je vais faire très vite. Oui, je voulais simplement vous dire que j'espère qu'on vous a donné envie de vous lancer, pour vous qui êtes des collectivités, dans des programmes de rénovation. Donc, si vous voulez tout simplement monter en compétences ou ouvrir un peu vos chakras. Donc on donne dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Banque des Territoires et EduRénov des formations fondamentaux du bâtiment durable. C'est une journée pour vraiment passer en revue toutes les questions qu'on doit se poser avant de se lancer dans un projet. Et donc, c'est des formations qui sont gratuites pour vous, collectivités. Donc, il y en a une première qui a eu lieu il y a quelques semaines et il y en a 2 qui seront déjà programmées pour février et pour juin. Donc, je vous invite à vous inscrire sur notre site. C'est complètement gratuit. Si vous voulez voir aussi de comment ça marche une commission BDF, je vous invite à en voir une prochaine. Il y en a une qui est le mardi prochain à Sciences Po Paris toute la journée. Vous aurez en tout 6 projets qui vont passer sous la moulinette de nos membres de commission. La suivante sera chez nous dans nos locaux à l'Urban Lab dans le 18e. Et puis, il y en a à peu près une tous les mois. Donc, je vous invite à suivre le programme sur notre site. Je voulais aussi vous dire que vous rappelez, donc, comme l'a déjà dit Alexandre tout à l'heure, il y a une visite de chantier de l'école de Clichy-sous-Bois dont il vous a parlé la semaine prochaine. Donc, on organise plein de visites de tas de chantiers, et donc notamment d'écoles en rénovation. Donc, la prochaine, c'est la semaine prochaine, mercredi. Et puis, je voulais surtout vous dire que nous avons lancé la semaine dernière un appel à projet avec Acté. Donc, on a déjà beaucoup parlé d'Acté. Donc, c'est simplement un appel à projet qui permet de financer l'accompagnement BDF et des études amont à hauteur de 25 000 €. C'est un montant fixe pour chaque projet, donc ça veut dire que proportionnellement ça finance autant pour une petite collectivité et un petit projet que pour un gros. Donc dans notre esprit, ça permet de favoriser plutôt les petites collectivités. Donc les conditions d'éligibilité, c'est d'avoir un projet à rénover. Ça peut être une école, mais ça peut être aussi tout type de bâtiment public dont le maître d'ouvrage est une collectivité. Et il suffit pour cela de vous engager en démarche BDF à partir de maintenant et jusqu'en septembre 2026. Et ça peut financer à la fois l'accompagnement qui est prodigué par Ecopolis, par l'accompagnateur BDF, mais également un certain nombre d'études amont, par exemple une simulation thermique dynamique. Donc les dossiers sont à déposer avant le 1er mars. On a eu hier un webinaire d'explication où on est rentré assez dans le détail sur toutes les modalités. Il est déjà disponible en replay. On va vous l'envoyer par mail, donc dans le courrier qu'on fera conjointement avec la Banque des Territoires suite à cet événement. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Et puis si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez sur BDF, la responsable qui pourra vous renseigner, c'est Sarah Lafitte qui est là-bas. Sarah, si tu veux lever le bras, pour que tout le monde t'identifie. Et donc voilà, elle est là pour répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique.
Et il me reste juste à remercier nos 3 intervenants. Merci beaucoup, monsieur le maire, Jean-Michel Aparicio. Merci beaucoup, Alexandre Chec. Et merci beaucoup, Annie Tissier. Merci à nos 3 experts et aux nombreuses personnes présentes en ligne et à celles présentes ici. Merci beaucoup.